on dit souvent « Tu n'es peut-être pas juif, mais tu vis comme un juif ». Par exemple, tu es plus économe. Combien de juifs reste-t-il à Birobidjan? 2000, n'est-ce pas? 2000 juifs. 2000. Quel est le problème? Là-bas en Israël, il y a un conflit. Et il y en aura toujours. Ici, nous vivons sans bruit, tranquille. Bonjour depuis Virodvian, la capitale de l'oblast autonome juif, dans la région de l'Amour. Ici, dans la région de l'Amour, du fleuve Amour, l'extrême-orient russe. Bien qu'aujourd'hui il ne reste presque plus de juifs, on estime qu'il en reste environ 1%, cet endroit est chargé d'histoire. J'ai quelques heures avant de poursuivre mon trajet sur le transsibérien vers Moscou, et je veux en apprendre un peu plus sur cette oblast autonome et ses habitants. Allons-y. De la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1917, la majorité des Juifs de l'Empire russe vivaient dans la zone dite de résidence. Cette zone se trouvait à la frontière ouest de l'Empire, sur les territoires actuels de la Lituanie, Biélorussie, Ukraine, Pologne, Moldavie et Russie. La principale raison de sa création était de contenir l'expansion des populations juives récemment intégrées dans l'Empire et de favoriser l'émergence d'une classe moyenne russe. En moyenne, 5 millions de Juifs y ont vécu, soit près de 40% de la population juive mondiale totale à cette époque. Ils étaient surtout concentrés dans des communautés rurales appelées shtetl, bien que les marchands, les artisans, les soldats et les juifs ayant fait des études supérieures étaient autorisés à vivre en dehors de la zone de résidence. Au fil des années, la zone a subi des modifications dans sa délimitation et ses lois. Et à partir de l'assassinat du tsar Alexandre II en 1881, les pogroms et la pression sur la communauté juive ont augmenté, face aux accusations d'avoir participé à l'assassinat. Après des années de tensions, la rupture entre la communauté juive et les tsars s'est aggravée dès la publication, en 1903, du livre Les Protocoles des Sages de Sion. Il y est détaillé un complot judéo-maçonnique dont l'objectif était de diriger les courants communistes et les structures de la franc-maçonnerie, pour s'infiltrer dans les institutions de tous les pays et établir un gouvernement mondial. Qualifiés globalement d'œuvres antisémites, les tsars l'ont utilisé pour justifier des persécutions et des pogroms contre la communauté juive. Avec la révolution bolchevique, le nazisme et la création de l'Union soviétique, de nombreux juifs avaient déjà émigré. Et l'idée de s'installer en Palestine, contrôlée par les Britanniques, commença à prendre de l'ampleur dans les cercles sionistes. Cependant, autant d'autres étaient restés. Les bolcheviks ont hérité du problème de la question juive et, après avoir aboli la zone de résidence, Staline a proposé une solution adaptée à l'idéologie communiste, tout en leur fournissant un foyer. Ainsi, en 1928, on choisit Birobidjan, une région marécageuse et presque inhabitée en Extrême-Orient. Ruso, à más de 8000 km de Moscou. Établi officiellement en 1934, il fut appelé la Sion rouge et présenté comme une alternative directe au sionisme, qualifié par les dirigeants soviétiques d'impérialisme occidental. Au début, la proposition de Staline fut bien accueillie et on estime qu'entre 30 000 et 40 000 juifs se sont installés sur ce territoire. Même des organisations juives de gauche ont envoyé des fonds et des machines lourdes pour son développement, le considérant comme un refuge sûr face à la montée du nazisme en Europe. La première chose qui attire l'attention, bien sûr, c'est la menorah ou le candélabre qui se trouve là, sur la place de la gare. Et aussi les panneaux que l'on peut voir en hébreu, en yiddish. Il me semble qu'ici, on n'enseignait pas tellement l'hébreu. Du moins à l'époque où l'oblast a été fondée, c'était plutôt le yiddish. Mais de toute façon, vous pouvez voir les caractères différents du cyrillique aux arrêts de bus et aussi sur certains panneaux de magasins ou de rues. Birodvian est une toute petite ville, et en général cette oblast l'est aussi. D'après les derniers recensements, à peine 160 000 personnes vivent dans la région. Ici, dans la capitale, il me semble qu'il y avait environ 50 à 60 000 habitants. On constate peu de cafés, peu de commerces, et même certaines façades de bâtiments des rues principales sont assez délabrées. Ce qui nous indique que oui, nous sommes dans un petit endroit sans beaucoup de développement économique. Surtout si vous comparez avec d'autres grandes régions alentours en Russie. Vous pouvez aussi trouver des bâtiments de l'époque stalinienne soviétique, regardez, comme celui-ci, une architecture stalinienne qui conserve encore les étoiles, sur les chapiteaux des colonnes, enfin, de ce qui ressemble à des colonnes, de fausses colonnes.
Maintenant, il ne reste pratiquement plus de juifs. Mais ce qu'il y a, ce sont des Chinois. On voit beaucoup de Chinois par ici. Comme dans toute cette zone frontalière entre la Russie et la Chine, rappelons que la frontière est juste à côté. Vous pouvez voir aussi bien des restaurants chinois que des commerces, et bien d'alimentation générale ou des magasins à bas prix. Et les lions classiques que l'on voyait à Pékin, ici aussi. Et maintenant, après cette courte promenade matinale dans les rues de Birodbian, nous sommes arrivés à la synagogue. Voyons ce que nous allons y trouver. Maintenant, on fait comme ça, c'est joli, filme-le. Ça s'appelle une kippa Kippa, oui. au yarmulke. Yarmulke. Oui, nous, les Hébreux, nous avons combien de langues ont les Espagnols? Une, oui. Et les Hébreux, combien de langues ont-ils? Combien? Deux. Deux? Deux. Yiddish. Hébreu, l'ancienne langue sacrée parlée en Israël et dans laquelle nous prions. Et le yiddish, la langue maternelle, celle des Juifs européens, les Ashkénazes. Ashkenazis. Nous sommes des Ashkénazes, des Juifs européens. Donc, quand les gens entrent dans la synagogue, que font-ils? Ils mettent la kippa. Et que font-ils ensuite? Ils embrassent la mezouza. Ils embrassent la mezouza? Je suis entré. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est la mezouza. Mezouzar. Et qu'est-ce que c'est la mezouza? C'est un étui, une petite boîte. Et à l'intérieur de l'étui, il y a un parchemin et dessus, il y a une prière de bienvenue. Tu veux que tout se passe bien chez toi? Oui. Qu'il n'ait pas mal à la tête et qu'il n'ait pas mal au ventre? Oui. D'accord. On peut le faire? Bien sûr. Merci. Et il y en a dans chaque chambre. Maintenant, je suis ici. Avant d'entrer... Ah, ils sont partout. Oui. D'accord. Ici, c'est pour les billets ou la carte. Avec la carte. Comme ça, non? Oui. Maintenant, le bouton vert. Nous sommes maintenant dans la salle de prière. Et que font les Hébreux ici? Prière. Et faites attention au fait qu'ici, il n'y a ni icône, ni croix, ni image d'aucune sorte. Pourquoi? Pourquoi les catholiques en ont-ils? Oui, dans le catholicisme, c'est permis. Tu ne te feras pas d'idole? Ah, d'accord. Le rabbin est arrivé, approchez-vous des frères espagnols. Ma femme étudie l'espagnol. Vraiment enchanté. Fin septembre et début octobre, nous, les Juifs, célébrons le Nouvel An. Il a soufflé dans le chauffard pour s'adresser à Dieu. Dieu, écoute-nous, nous sommes des êtres humains. Dieu, écoute-nous, nous sommes des êtres humains, nous sommes sur la terre, nous voulons vivre, inscris-nous dans le livre de la vie. Dieu entend ce son qui pleure, comme si un enfant pleurait, et il a pitié de nous. D'accord. Et il nous donnera la vie. Par conséquent, nous les Juifs, contrairement à vous, sommes optimistes.
Vous ne parlez plus yiddish maintenant. Que veux-tu dire par « nous ne parlons pas » ? Nous le parlons. C'est notre langue maternelle, c'est-à-dire. Ici, en Russie, au quotidien, nous parlons yiddish. On passe du yiddish au russe, une vinaigrette. Une vinaigrette? Mais c'est une salade. Et dans la salade, tout est mélangé. Je comprends. Combien d'Hébreux restent à Vilodvitchan et dans l'oblast juif? 2000? 2000? 2000 juifs. 2000. Vous vous connaissez tous? Non, non. Frahim connaît comme environ 400 personnellement. Il lui a serré la main. Je sais par exemple que dans la ville voisine, Khabarovsk, il y a environ 5000 juifs. Mais comme la ville est beaucoup plus grande, il est plus difficile de les connaître un par un. D'où venez-vous? Vous n'êtes pas russe? De Khabarovsk. Et ton mari? De Kharkov. Ah, son mari est de Kharkov. Des juifs ukrainiens. Des juifs ukrainiens. Ici, tout le monde vient d'Ukraine. Oui, ils sont tous ukrainiens. Que pensez-vous de ce nez? Est-ce un nez juif ou pas? Bien sûr. Oui. J'ai l'impression que ton arrière-grand-mère... C'est possible, non? C'est Farad? Et lui aussi, il est hébreu de pure souche. En 1927, Brooke a trouvé ce petit bout de terre, tout petit, 36 200 km². Les Juifs veulent leur propre terre, qu'ils aillent en Extrême-Orient. Qui étaient-ils? Les jeunes, des filles, des garçons, des jeunes communistes, des apolitiques. Et les Karaïtes aussi, n'est-ce pas? Oui, et des Ashkénazes. Seulement des Ashkénazes, des Juifs européens, des Juifs maghrébins, il n'y a jamais eu de séfarades. Oui. Et les jeunes étaient accompagnés de leurs parents et aussi des anciens. Dans cette salle, nous conservons quelques antiquités. Par exemple, ceci ici. Qu'est-ce que c'est? Pour écrire. Une machine à écrire, laquelle? Hébraïque, regarde le clavier. Je vois, oui. Produite aux États-Unis? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, à Moscou. Spécialement faite pour Birobidjan. Et ceci ici? Pour écouter de la musique, je ne sais pas comment ça se dit en russe. Gramophone, lequel? Juif. Oui, et pourquoi donc? Le usine d'Avril de Moscou produisait des vinyles spécialement pour Birobidjan. Ah. En yiddish, notre langue maternelle, musique, chanson, danse. Et ceci à 150 ans. 150 ans. Oui, des experts l'ont analysé. Regarde, c'est de la peau touche d'un animal kasher. Ils l'ont apporté d'Allemagne, d'Ukraine? Oui, d'Ukraine, quand ils ont démoli les maisons les plus anciennes, ils ont trouvé des choses incroyables. Ça devait appartenir à un vieil homme qui priait chez lui. Et quand il est mort, ses enfants n'ont pas voulu le jeter. Ce sont des choses sacrées. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des documents. Est-ce que Staline a donné l'ordre ou... Oui, en 1927, Staline a dit « Si 1 million des 5 millions de juifs qu'il y a en URSS s'installent ici, nous créerons une république juive dans l'Extrême-Orient. » Et combien s'y sont installés? Ils ont été moins nombreux à s'y installer. C'est pourquoi seule une autonomie a été créée. Se souviennent-ils de Staline avec gratitude pour cela? Les sentiments sont partagés. Parce que sous Staline, dans les années 50,
On nous a accusés de sionisme, de nationalisme, on nous arrêtait. Regarde, protocole d'interrogatoire. Protocole d'interrogatoire, sous Staline quand il... Oui, année 1949, après la guerre. Lors du prochain interrogatoire, quel genre de questions posait un-t-il? De toutes sortes. Que faites-vous dans la vie? Que faites-vous? Pourquoi l'avoir écrit? Pourquoi avez-vous dit cela? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et on les envoyait pour un bon moment dans des camps de travail, en prison. Avec Staline, notre relation était ambivalente. Il nous a donné l'oblast, nous en sommes reconnaissants, mais après... Спасибо. Но то, что не всегда... Avec les Russes, tout ne s'est pas toujours bien passé non plus. Avec les Ukrainiens non plus, n'est-ce pas? Il n'y a aucun dirigeant qui plaise à tout le monde. Il y a toujours des nuances. Oui, il faut le savoir et le comprendre. Continuons. Дальше. Идем дальше. Заходим. Что надо... Que penses-tu de l'avenir? Y aura-t-il plus de juifs qui viendront ici? À cette question, je réponds ainsi. Je vais fréquemment en Israël. Je retrouve mes amis et camarades, qui sont partis et ont laissé cette ville derrière eux. Tous pleurent en se souvenant de Birobidjan, et ils ont pour elle leurs mots les plus affectueux. Mais ils ont déjà 70, 75 ans. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ont grandi là-bas. Comment pouvons-nous les abandonner et revenir à Birobidjan? Je comprends. Ils vivent déjà là-bas. Bien qu'il y ait des précédents de personnes qui sont revenues, nous avons des personnes qui sont revenues d'Israël. Que Dieu les bénisse. Pourquoi? C'était difficile? C'était cher? Avant, quand ils sont partis en Israël, ils disaient « Là-bas, il y a de la viande, des saucisses. Tu plantes la cuillère dans la smetana et elle tient debout. » Aujourd'hui, nous n'avons plus de problème avec les produits. Quel est le problème? Eh bien, il y a des conflits constants. Et il y en aura toujours. Ici, on vit au calme, tranquillement, on est bien. Ici, à Birobidjan, il n'y a pas de confrontation entre musulmans, chrétiens et juifs. Voici la synagogue. À 20 mètres, une église chrétienne, la cathédrale. Je connais le prêtre personnellement et nous sommes en contact. Parfois, nous buvons même un petit verre de thé ensemble. Le mollah, il est juste à côté. Vous avez une mosquée ici? Nous sommes tous les uns à côté des autres. Et les gens, pareil. Quelle que soit leur ethnie, nationalité, croyance ou culture, nous célébrons les fêtes ensemble. Bien que l'initiative de l'oblast autonome juif ait été très bien accueillie au début, cet enthousiasme s'est essoufflé avec les années. Les colons nouvellement arrivés ont affronté des hivers froids et des étés infestés de moustiques. Pendant ce temps, en parallèle, l'idée de l'État d'Israël prenait forme. Après la déclaration Balfour en 1917, par laquelle le secrétaire des Affaires étrangères britannique Arthur Balfour transmit à Lord Lionel Walter Rothschild, important dirigeant juif, l'approbation de l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. L'immigration juive vers la Palestine augmenta. Finalement, en 1948, après des années d'efforts politiques et diplomatiques de la part du sionisme, Israël proclama son indépendance. Dès lors, Staline a durci sa position envers les Juifs soviétiques, les voyant comme une menace potentielle liée au sionisme occidental. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, l'exode vers Israël fut massif, et Birot-Vilan, la Sion rouge, resta comme un vestige historique de ce qui fut autrefois le projet alternatif à l'État sioniste d'Israël. Voici la porte d'entrée de notre merveilleux hôtel, et c'est la chambre dans laquelle nous avons séjourné avec les vitres brisées. Jetez un coup d'œil un instant à l'endroit où Miguel et moi avons dormi, nous avons partagé le lit comme si nous étions un couple marié. Mais c'est curieux, les briques apparentes ici et la salle de bain sans porte qui ressemble à un cachot. Salle avec toutes les canalisations apparentes là, 1000 roubles. Maintenant, comme c'est déjà la tradition sur la chaîne, nous allons goûter à la gastronomie qu'il y a ici, juive. À Birot-Vilan, bien sûr, le restaurant a vraiment l'air bien. C'est l'un des meilleurs restaurants que tu puisses la trouver à Birot-Vilan.
Ce n'est pas que l'offre soit très grande, mais d'après ce que j'ai vu, en gros, ça a vraiment l'air bien. C'est de haut niveau. Ah, celui-ci est à moi, non? Je ne sais pas qui l'a commandé. J'ai commandé celui qui ressemble à un durum. C'est une pita. Oui, une pita. Le schnitzel sera-t-il bientôt prêt? Il est en train de se préparer. Je comprends. Il reste combien de temps? 10 minutes? Oui, environ 10 minutes. Ah oui, nous sommes déjà en train de manger en entrée un houmous ou du houmous avec des poivrons del piquillo, une très bonne gousse d'ail. Et enfin, ils ont apporté à Miguel le schnitzel qu'on attendait ici, mec. C'est le meilleur schnitzel de l'histoire parce qu'ils ont mis 20 ou 25 minutes à le préparer. J'ai déjà mangé le houmous, lui attendait encore. Ah, une chose intéressante. Bon, ça, ce que j'ai commandé maintenant. Mosrad, je crois que ça s'appelle, voyons, ah non, meurad de Jérusalem. Poulet avec des petits légumes, mijoté, poivrons, oignons, c'est peut-être plus typique, avec le houmous de Jérusalem et Miguel, en l'honneur des juifs ashkénazes. Il a commandé ce qu'il considérait comme étant le plus typique là-bas, en Europe de l'Est, en Europe centrale. Le schnitzel, un filet de poulet pané, dans ce cas, mais regarde, ce n'est pas pané, c'est de l'œuf. Mais ça ressemble à une omelette. Je ne sais pas si c'est bien mon plat. À votre santé, comme je le dis toujours, on va goûter ça. Comme vous voyez, c'est un pain pita et à l'intérieur, ils ont mis le ragoût. Tout est délicieux, hein? Très bon, je le recommande vraiment, sincèrement, très savoureux, avec des épices. Et dis-nous, Miguel, ton schnitzel, comment il est? Quelle note tu lui donnes? C'est comme une omelette avec de la viande dedans. Alors, Et ça? Pommes de terre, purée de pommes de terre, non? et purée de pommes de terre. Donc je m'attendais à plus, quelque chose de plus, genre un steak, mais on va lui donner un 7. Vous vous êtes déjà demandé comment on écrit Lénine en hébreu, en yiddish. Voilà, c'est la rue Lénine. Une autre chose que vous pouvez trouver ici à Virodvian, c'est ce monument aux gardes-frontières. C'est quelque chose de très typique que l'on trouve dans toutes ces zones frontalières. Du moins, c'est ce que j'ai remarqué. Avant, je n'avais jamais vu autant de monuments dédiés aux gardes-frontières. Et ici, à Avarovsk, à Vladivostok et bien sûr à Virodvian, où la Chine se trouve à quelques kilomètres seulement. Vous l'avez aussi, le garde-frontière soviétique avec son chien et le poteau qui délimite la frontière de ce qui était l'Union soviétique et qui est aujourd'hui la Russie. Le poteau est caractéristique car il a toujours la même forme, rouge et vert. Miguel, dis-nous, quelle est la raison pour laquelle il y a dans toute cette partie de l'extrême-orient russe autant de monuments aux gardes-frontières soviétiques? Une raison valable pourrait être la guerre entre la Chine et l'Union soviétique dans les années 60. Parce que la Chine considère ce territoire, eh bien ce territoire est la Mandchourie historique. Les Mandchous et les Chinois, que nous avons tendance à confondre, étaient en réalité, historiquement, deux peuples distincts. Les Mandchous étaient des nomades et les Chinois en avaient très peur, ils étaient assez violents. Et c'était la région où se trouvait le cœur des Mandchous, le cœur de la Mandchourie. Alors, y a-t-il eu une guerre dans les années 60? Parce que la Chine considérait que plusieurs territoires ici en Russie, près de la frontière, lui appartenaient historiquement, qu'elle avait un droit historique sur eux. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette petite guerre. Ce n'était pas une guerre de l'ampleur du Vietnam, mais il y a bien eu des affrontements armés à cette frontière. L'une des choses curieuses et caractéristiques de cette oblast, c'est son drapeau, un drapeau entièrement blanc, à l'exception de quelques lignes colorées qui rappellent celles de l'arc-en-ciel. Deux jeunes femmes de Birodvijan vont nous interviewer après nous avoir vus filmer en marchant. Regarde Nastia et Elisa, n'est-ce pas? Un salut pour l'Espagne. Bonjour l'Espagne. Et comment on dit en espagnol? Hola en España. Bonjour l'Espagne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Très bien. Vous m'avez dit tout à l'heure que même si vous n'êtes pas juive, vous vivez comme des juives. Pouvez-vous m'expliquer ce que cela signifie? On le dit un peu en plaisantant. Ici, on dit souvent « Tu n'es peut-être pas juif, mais tu vis comme un juif ». Par exemple, tu es plus économe. Birodvijan est une petite ville. Il y a combien d'habitants? 50 000, 60 000? 70 000, il me semble. Et qu'est-ce que les jeunes font ici pendant leur temps libre?
Vous buvez un verre au bar, vous allez à Khabarovsk. On fait un peu de tout. On va à Khabarovsk et on sort dans les bars. Mais on va aussi se baigner ici, on va dans la nature. Sur cette promenade, il y a une scène et le week-end, il y a des événements. Ça s'appelle Birobidjan Festif. Il y a des concerts, des marchés. C'était l'été nocturne de Birobidjan, mais l'automne se termine aussi, seulement l'an prochain. Vous, est-ce que vous voulez vivre ici ou vous voulez aller à Vladivostok ou à Khabarovsk? Moi, je voudrais aller essayer. Et toi? Et vos familles étaient-elles juives ou avez-vous des racines juives? Non. Il y a principalement des Ukrainiens et des Russes ici, non? Plutôt des Russes? D'après leur origine, je dirais surtout des Russes. J'ai une grande tante qui vit en Allemagne. Elle a déménagé avec son mari. Il me semble qu'il a des origines juives. C'est magnifique ici. C'est magnifique. Comment ça s'appelle? Birar. Depuis la rive du Bira, nous finissons cette promenade à Burabidjan. Cette petite escapade dans l'oblast juif de Russie. Comme je le disais, c'est spectaculaire. J'aimerais rester plus longtemps dans cette ville, dommage, mais je reviendrai. Les montagnes commencent déjà à réapparaître après la plaine de Sibérie. Ça